Bonsoir tout le monde ici ce soir au Spot à Nîmes. Bonsoir aux internautes. Alors je vais juste me présenter rapidement. Je suis Thierry Brassac, je m'occupe de culture scientifique à l'université de Montpellier et je vais animer ce bar des sciences et je vous garantis que ça fait plaisir d'animer des bars des sciences ailleurs que sur YouTube de temps en temps, parce qu'on est quand même bien content de se retrouver avec des vrais gens en 3D, et je pense qu'ils sont contents aussi. Alors, ce qui n'empêche pas d'avoir aussi du YouTube en parallèle, en fait, mais il y a aussi quelque chose qui se passe ici. Alors, le Spot à Nîmes, c'est un tiers-lieu qui propose des activités culturelles, artistiques et économiques et sociales, et qui nous ont accueillis ce soir. Voilà, donc vous voyez, il y a un super décor avec des expos. Je pense que bientôt on va aller faire des bars des sciences sur le toit parce qu'il y a une belle terrasse tout là-haut en fait. Et voilà, en tout cas on est bien content d'être là. On a donc ce public nîmois. Alors la proposition de ce bar des sciences à Nîmes en fait a été mise en place avec la coordination Occitanie-Est, avec plusieurs universités qui se retrouvent. Et là effectivement c'est piloté par l'université de Nîmes en fait. Donc ils sont là avec nous ce soir pour faire cette expérimentation, et on est bien content parce que justement il y a du monde ce soir en vrai, en chair et en os, et ça c'est chouette. Donc alors moi je vais un peu sortir de la caméra en fait, je vais juste dire bonjour à tous ceux qui sont sur internet, parlez autour de vous, vous êtes les bienvenus, vous posez vos questions quand vous voulez, il n'y a aucun problème, et de toute façon il y a des gens qui sont là pour relayer vos questions, vous avez complètement votre place avec nous, promis, au Spot à Nîmes. À bientôt. Donc sur ce, je vais tourner un petit peu, je vais juste vous présenter un petit peu le fonctionnement des bars des sciences. Donc les bars des sciences, c'est peut-être le contraire de la conférence. En fait. C'est-à-dire que vous avez 3 spécialistes qui sont ici, que je vais vous présenter, pour que vous sachiez un petit peu plus qui ils sont, où ils travaillent, et les domaines sur lesquels, sur lesquels ils sont en train de faire des recherches. Et on va voir peut-être une ou deux introductions de voilà, peut-être 5 minutes pour poser un petit peu le sujet de l'eau, voilà, tel qu'on l'imagine ce soir. Et après, le but du jeu, c'est que moi je suis là, on a un micro pour les réponses, un micro pour les questions. Et l'idée, c'est qu'ils n'ont rien préparé. Vous n'avez rien préparé, on est d'accord. Ils n'ont rien du tout préparé. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de questions, eh ben, en fait, on arrête tout. Donc on a vraiment besoin de votre curiosité, de vos questions, de vos réactions, de vos opinions, pour qu'on fabrique quelque chose qui s'appelle une discussion tous ensemble. Et après, au bout d'un petit moment, au bout d'une heure, je pense probablement, on coupera les micros, on dira au revoir aux gens qui sont sur Internet avec nous, et après, on pourra continuer à boire des verres ensemble, à discuter un petit moment, voilà, avant que tout le monde s'en aille chez nous. Ça va pour vous? Donc je vais vous présenter nos intervenants. Donc je vais faire dans l'ordre d'arrivée au repas, en fait. Et donc nous avons Corinne Lecan-Lassalle, qui est donc ici. Voilà, je vais faire un petit coucou, juste qu'on t'identifie. Donc qui travaille à l'université de Nîmes et qui travaille sur les risques chroniques et émergents. Et qui est donc professeur à l'université de Nîmes, effectivement, qui travaille sur les contaminants, qui a travaillé sur plusieurs terrains. Elle travaille juste à côté avec Morte en fait, mais elle travaille aussi sur des terrains comme Tchernobyl ou d'autres endroits. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit encore dans les lieux sur lesquels elle travaille? Bon, il y a Narbonne aussi, il y avait une mine d'or en fait, je ne sais pas si vous la connaissez cette mine d'or, qui a fait des pollutions à l'arsenic qui étaient quand même assez costauds, et donc elle a travaillé là-dessus, donc en local et en moins local. Voilà. Ensuite nous avons Patrick Lachassagne, voilà, ici présent, qui travaille à l'IRD. Donc lui, il travaille à Hydrosciences Montpellier, donc il est plutôt hydrogéologue. Donc c'est plutôt sur les questions de la ressource en eau qu'il travaille que sur la question de la qualité de l'eau, en fait, comme fait Corinne. Et donc lui, il a travaillé dans plein d'endroits, en fait. Dans les Balkans, en Côte d'Ivoire, en Indonésie, en Inde. Et il y a tout un tas, justement, ce panorama un petit peu des choses qu'il a étudiées, qui permettent de raconter un petit peu pas mal de choses. On ne s'est pas ennuyé, de toute façon, on ne repas avec tout le monde. Voilà, donc plutôt sur la question quantitative. Et ensuite, Karim Weiss, donc, voilà, qui est arrivé la dernière table, en fait. Et donc, alors vous allez voir, nous avons aussi des sciences humaines et sociales ce soir avec nous.
donc, qui est donc psychologue social, et qui travaille justement sur la question de... donc ce qu'on a dit un peu à table, c'est que Corinne elle regarde les molécules, et en fait Karine elle regarde les gens, en fait. Donc elle leur pose des questions sur leur rapport à l'eau, sur tout un tas de choses comme ça, et elle regarde justement quelles sont leurs réactions, les conceptions, les préconceptions, etc. Et donc elle travaille aussi dans le laboratoire du risque de l'Université de Lille. Et elle avait fait un travail aussi, une étude sur l'eau dans un peu tous les pays du monde, c'est il y a quelques années en fait, de regarder justement quel a été le ressenti des gens par rapport à l'eau dans différents pays autour de la planète, sur tous les continents en fait. Elle a regardé ça. Donc elle pourra nous raconter un petit peu tout ça. Sur ce, écoutez, moi je pense que bon. Patrick, peut-être je te laisse la parole ou sur l'aspect historique, si tu veux. Ouais. Alors, par contre, il faut que je passe le micro. Ok, merci. Bonsoir à tous et bonsoir aux internautes. On nous a proposé comme sujet les conflits liés à l'eau et l'impact que l'eau peut avoir sur nos civilisations. Donc on va commencer très tard. Enfin très tard, non très tôt dans l'histoire. Et un des premières civilisations qui a eu des problématiques pour maintenir la civilisation liée à l'eau, c'est la civilisation sumérienne, pour lequel les historiens mettent en évidence que une des conséquences de leur déclin, une des causes de leur déclin, serait la salinisation des terres et la problématique de la culture et donc une problématique d'alimentation de la population. Et donc la salinisation des terres est liée à l'irrigation des terres et une problématique donc de ressources en eau qui aurait contribué au déclin de cette civilisation. Voilà, donc ça c'est la première civilisation. Maintenant, si on va à la civilisation maya, donc on change de continent, plus récemment, il semblerait, et c'est des études récentes, que la civilisation maya se serait éteinte un petit peu de la même façon, avec une problématique de changement du régime de précipitation et une diminution de quelques 40 à 20% des précipitations, ce qui n'apparaît pas énorme, mais qui aurait été suffisant pour impacter l'agriculture et entraîner le déclin de la civilisation. Donc voilà pour bien commencer la soirée, n'est-ce pas, bien poser aussi le sujet, c'est qu'il n'y a pas de civilisation sans qu'il y ait de l'eau disponible. Et puis, avant de redonner le micro à Patrick Lachassagne, c'est par exemple un peu plus près de chez nous, un peu plus près de maintenant, l'Australie par exemple. Actuellement, je ne sais pas si vous connaissez bien l'Australie, mais Adélaïde, ceux qui suivaient le Grand Prix d'Adélaïde, quand c'était encore à Adélaïde, c'est dans le sud de l'Australie, dans l'Australie du Sud, qui se targue d'être l'État le plus aride du pays le plus aride, ou du continent même le plus aride de la planète. Et donc l'Australie du Sud est alimentée en eau par un fleuve qui s'appelle la Murray. Et ce fleuve traverse plusieurs États, donc le Victoria, puis l'Australie du Sud. Et ce fleuve, arrivé à l'embouchure, le débit est égal à 0. C'est-à-dire que toute l'eau qui a été drainée par ce fleuve a été utilisée au cours de l'écoulement de cette rivière pour l'irrigation, pour l'alimentation en eau potable. Et donc arrivé à la mer, il n'y a plus rien de disponible. Et donc la question actuelle, c'est comment va-t-on faire pour continuer à alimenter la ville d'Adélaïde, qui contient à peu près 1 million d'habitants, et qui a comme alimentation en eau potable la rivière Murray, qui, les prédictions donnent que dans quelques années, c'est-à-dire dans 2025, maintenant c'est dans 4 ans, serait trop salé pour être consommable 1 jour sur 2. Voilà. Voilà. On est maintenant, à l'heure actuelle, comment fait-on par rapport à ces problématiques d'alimentation en eau qui soutiennent donc les civilisations passées et actuelles.
Et pour d'autres exemples, et qu'on continue, je vais passer le micro à Patrick. Merci. Merci Corinne. Oui, bonsoir à tous. Donc moi je voulais débuter mon propos en rappelant quels sont les différents types d'usage de l'eau à l'échelle mondiale. Et rappeler que le premier usage de l'eau, c'est pour ce que nous avons dans nos assiettes. En fait, le premier usage de l'eau, c'est pour l'agriculture, principalement avec l'irrigation, de manière à produire ce qu'on mange et ce que mange la population qui grandit à l'échelle de nos différents continents. Il faut le rappeler. Le deuxième usage de l'eau, c'est l'eau potable. C'est celle qui nous sert à nous hydrater. Et enfin, le troisième usage, un des autres usages qu'il ne faut pas oublier, hein, qui est pour l'industrie, c'est-à-dire chaque produit que l'on fabrique, il y a de l'eau dedans finalement. Hein. Dans mon verre, là, il y a de l'eau que j'ai mis pour boire, mais il y a aussi la fabrication du verre lui-même qui a consommé de l'eau. Alors comme on traitait des problématiques de conflit, je voulais donc insister sur ces aspects dits quantitatifs en fait, hein, donc ces problèmes de partage de l'eau, et souvent donc on parle de conflit d'usage, c'est-à-dire que sur un territoire donné, alors l'eau en général elle se transporte assez peu, c'est un élément lourd, difficile à transporter, et donc les usages de l'eau sont fortement territorialisés. C'est-à-dire que vous pouvez voir un secteur, le secteur du bassin versant de la rivière Murray, par exemple, qui manque d'eau. Et puis on peut se retrouver à 300 km de là avec un autre secteur où il y a plus d'eau que les besoins en eau, soit des populations, soit l'agriculture, soit des écosystèmes. Et on voit qu'il y a des déséquilibres. Et pour autant, transporter l'eau d'un bassin à l'autre, c'est quelque chose de très compliqué, très onéreux et pas forcément évident. Et donc à l'échelle de chaque territoire, il va falloir partager cette ressource en eau entre différents usages. Un usage qu'on oublie souvent, c'est l'usage écosystémique. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure de la rivière où il n'y avait plus d'eau. Sous l'angle, il n'y a plus d'eau pour alimenter la ville d'Adélaïde. Mais par contre, il semble que ça fait longtemps qu'on a oublié les poissons qui vivaient dans cette rivière ou les zones humides qui étaient au bord de cette rivière. Ça, c'est l'usage écosystémique de l'eau. En général, il faudrait essayer de veiller à garder un petit peu d'eau, pas simplement que pour les humains, mais aussi pour les écosystèmes. Et puis après, si on se refocalise sur notre nombril et les humains, mais on risque d'avoir des conflits d'usage, c'est-à-dire sur des territoires où il y a une tension sur la ressource en eau, où la ressource en eau est finalement limitée compte tenu des besoins, eh bien, on peut avoir des chamaillages entre ceux qui veulent faire de l'agriculture avec et finalement vivre avec l'agriculture, mais quand même nourrir les autres, ceux qui voudraient garder l'eau uniquement pour la boisson, ceux qui travaillent dans des usines et qui aimeraient conserver leur job. Donc voilà, on appelle ça des conflits d'usage. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir à une échelle assez locale. Et puis après, si on prend un petit peu de recul, ces conflits d'usage, ils peuvent se transposer sur des ressources qui sont partagées entre différents pays ou différentes régions. Alors vous en avez peut-être qui vous viennent à l'esprit, mais je voulais sortir un peu du cadre. Et par exemple, on a des nappes d'eau souterraines ou des rivières qui sont partagées, par exemple, entre le Canada et les États-Unis, au nord. Et les États-Unis, dans leur frontière sud avec le Mexique, ils se partagent aussi des ressources en eau. Et il y a des spécialistes de ces ressources en eau entre les deux pays qui travaillent pour voir un peu comment se partager ces ressources en eau. Alors moi, je ne suis pas juriste, hein, je n'interviendrai pas trop là-dessus, mais sur les aspects quantitatifs, déjà, on peut amener des éléments. Des fois, ça se passe aussi à l'échelle d'États. Il y a eu des pseudo, je mets des guillemets, guerres de l'eau ou chamaillage entre des États indiens, par exemple. On voit souvent l'Inde avec des rickshaws, là, des triporteurs ou des pousse-pousse qui ont de l'eau jusqu'à hauteur du moyeu, parce qu'on a la mousson indienne qui vient quelques mois par an. Mais il faut savoir que l'Inde, c'est un très grand pays qui en grande partie est semi-aride, et donc sur lesquels il y a de fortes tensions sur les ressources en eau qui peuvent opposer des États autour d'une rivière, du remplissage d'un barrage, etc. Voilà. Et pour finir, si on traite des ressources en eau, à l'heure actuelle, on parle beaucoup du changement climatique, qui, selon les régions, peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur les ressources en eau, selon qu'on va vers de l'aridification ou éventuellement plus d'eau. Mais ce dont on parle moins, c'est que le changement climatique est une des facettes de ce qu'on appelle plutôt le changement global, et que quand on s'intéresse aux ressources en eau, on a certes les effets du climat, mais aussi les effets de l'homme
sur le territoire où cette eau tombe. Et si l'homme, il enlève ou il rajoute des forêts, il crée ou pas des villes, ça va changer les chemins de l'eau, la quantité d'eau qui repart vers l'atmosphère, etc. Et, comme je l'ai dit à l'instant, les conflits d'usage, les prélèvements d'eau vont aussi avoir des impacts. Et si le changement climatique, on est déjà en train de commencer à le voir et il va s'amplifier, le changement global, les effets de ces usages, ils sont déjà là. Et on a déjà de nombreuses régions du monde où il y a des tensions liées à ces usages par l'homme de l'eau de manière peut-être un peu exagérée. Ce que vous avez dit tous les deux m'a fait penser à des travaux qu'on a menés justement sur les usages de l'eau. On a travaillé avec des climatologues sur le changement climatique au Groenland et en particulier dans le sud du Groenland où il y a une activité agricole assez importante. Et effectivement, l'activité agricole est en danger et aujourd'hui la plupart des agriculteurs sont en train de se reconvertir dans le tourisme parce que le changement climatique fait qu'il y a de moins en moins de précipitations et qu'il est de plus en plus difficile de cultiver. Et voilà, donc ça fait partie déjà des changements qui sont visibles pour certaines populations, effectivement. Et par rapport au conflit d'usage, effectivement, dans l'étude que vous avez présentée tout à l'heure, on avait pu voir que les conflits étaient surtout liés à la quantité d'eau présente ou pas, et le fait d'avoir accès à de l'eau que l'on peut utiliser pour sa consommation personnelle. Et par exemple à Ouagadougou, c'était déjà le cas, le fait que l'accès à l'eau était vraiment associé à une dominance sociale. Les riches ont accès à l'eau, ils ont l'eau chez eux, et les autres, il faut qu'ils aillent la chercher parfois très loin, et donc ça crée aussi des conflits au niveau local entre les populations. Voilà, merci à vous pour cette introduction. Est-ce qu'on laisse la primeur de la première question à Internet ou pas, en fait? C'est ça la question. Tu me diras, Renaud, ce qu'il en est? Non, pas pour l'instant. Alors, voilà, le but du jeu, c'est maintenant, vous avez un micro à question, un micro à réponse, qui est le même d'ailleurs en l'occurrence aujourd'hui. Et l'idée, c'est de savoir quelles sont vos réactions, vos questionnements. Vous avez des spécialistes qui sont là, exprès pour vous, et à vous de jouer maintenant en fait. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de participation. Ah, alors est-ce que le patron du spot a le droit de poser une question? Bonsoir, j'ai une question qui a sûrement une réponse toute bête, mais que je me suis toujours posée, sur la raréfaction de l'eau sur la planète. Je me dis, il y a des endroits où il y en a moins ou autre, mais elle ne disparaît pas totalement. Du coup, pourquoi il y en a moins à un endroit? Est-ce qu'il y en a, dès qu'il y en a moins à un endroit, il y en a plus à un autre, et c'est ça qui crée le dérèglement au niveau de l'eau, ou est-ce qu'il y a une autre réponse, ou est-ce que ça entraîne une autre question? Est-ce qu'on a un coup à boire pour chaque question? Ah, ça peut motiver. C'est plutôt pour ça. Oui, alors premièrement, effectivement, comme vous l'avez dit, l'eau, elle est finie mais constante sur la planète. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Hein, on a de l'eau, si on commence le cycle quelque part, il pleut, une partie, cette eau arrive à la surface du sol, une partie repart vers l'atmosphère, alors plutôt par évapotranspiration, hein, dans notre jargon, plutôt qu'évaporation, parce que l'essentiel en fait est repris par la végétation, que ce soit une végétation naturelle, des forêts ou des cultures par exemple. Hein. Et puis ce qui reste va soit s'écouler rapidement et partir dans un cours d'eau et puis continuer son chemin vers la mer, ou s'infiltrer et devenir des nappes d'eau souterraines, s'écouler plus lentement, en général ressortir aussi dans des rivières et aller vers la mer. Et aller à la mer, et cette eau qui est dans la mer qui s'évapore, plus l'eau qui est transpirée par la végétation à la surface des continents, repart dans l'atmosphère et on fait le tour. Donc, fort heureusement, il n'y a pas d'eau qui part dans le vide intersidéral, donc la quantité d'eau qu'on a sur Terre est à peu près constante. Par contre, le changement climatique est susceptible de modifier les climats. Et le climat, c'est la répartition des précipitations, notamment, pas que, des températures aussi, hein, mais la répartition des précipitations. Et on voit que ce que nous disent les climatologues, alors je ne suis pas climatologue, mais quelques idées clés, hein, c'est qu'on va quand même vers une atmosphère qui, au final, a plus d'eau.
puisqu'il fait plus chaud, on peut évapotranspirer un petit peu plus. Par contre, ce qu'ils nous disent aussi, c'est que la répartition qu'on a aujourd'hui sur Terre, qui résulte du climat actuel, et qui n'était pas le même il y a 200 ans, 500 ans ou 2000 ans, mais ce vers quoi on va, c'est certaines régions où il y aura plus de précipitations, d'autres où il y en aura moins. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure pour les Mayas, par exemple, dans une région où il y aura moins de précipitations, si l'évapotranspiration reste la même, voire même augmente un petit peu, parce que, comment dirais-je, il fait un petit peu plus chaud, eh bien, il y aura beaucoup moins d'eau pour les rivières et les nappes d'eau souterraines. Et c'est cette eau-là qu'on peut utiliser pour nos usages, écosystémiques ou anthropiques. Et puis après, peut-être que je peux passer la parole sur l'aspect des usages. Il y a aussi la population, les besoins qui augmentent. Je ne sais pas si je continue ou si tu veux... Ouais, alors, il y a aussi une deuxième chose, c'est que je disais que cette ressource en eau, donc, dans chaque territoire, elle est contrainte par la physique. La pluie, l'évapotranspiration et ce qui reste, on s'en contente. Et si la population et les besoins en eau évoluent, par exemple, on voit en France, ou dans beaucoup de régions du monde, la population devient plus urbaine. La population, alors qu'il y a 100 ans, on se contentait de 5-10 litres d'eau par jour, on prenait une douche quand on y pensait, aujourd'hui, on a besoin de 100 ou 150 litres d'eau par jour. Donc, quand cette population se concentre et ses besoins augmentent, on voit on risque d'excéder la disponibilité locale. Et à l'inverse, il peut y avoir des territoires qui se désertifient, entre guillemets, où on a de l'eau en excédent, qui continue son cycle d'eau sans usage. Donc voilà, c'est toute une question d'équilibre naturel et anthropique. Et pour compléter par rapport aux usages, effectivement, plus on a accès à l'eau, plus on va l'utiliser. Et ça fait partie justement des modes de vie urbains et des modes de vie où l'accès à l'eau est facilité par les réseaux. Et donc, où effectivement, les personnes vont utiliser plus d'eau que ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser auparavant. Par exemple, dans des grandes villes en Afrique, quand l'eau est accessible, moi, des gens m'ont dit oui, on sait qu'on va manquer d'eau parce qu'il y a des périodes de sécheresse. Mais là, on est en période de pluie, il y a de l'eau, donc moi je prends 3 douches par jour ou 4 douches par jour. Et donc, même en sachant qu'à un moment donné, l'eau va manquer, et à très court terme, c'est cyclique tous les ans, quand l'eau est présente, on va l'utiliser. Et ça renvoie aussi à un biais perceptif qui est bien connu en psychologie d'environnement. C'est le fait qu'on a toujours tendance à penser que la ressource, et en particulier la ressource en eau, elle va être infinie, et que tant qu'il y a de l'eau, c'est qu'il y en aura, il continuera à y en avoir. Et même si on est conscient que peut-être la ressource est finie, est limitée plutôt, eh bien on a toujours tendance à la percevoir en termes de quantité comme plus importante que ce qu'elle n'est réellement. Ça fait vraiment partie des biais qui ont été démontrés depuis déjà une vingtaine d'années sur la perception de la ressource en eau en particulier. Il me semble que nos amis d'Internet ont envie de boire des coups, en fait. Donc, merci à Nasser qui nous a écrit sur la chaîne Écran de Savoir. Et donc, Nasser nous demande, pour l'Australie, comme c'est dans 4 ans que l'eau sera trop salée pour être consommée, est-ce que le pays a trouvé des solutions autres que la désalinisation qui ne semblent pas viables financièrement? Tu as le temps que je revienne jusqu'à toi avec un micro. Merci. Donc, merci pour la question. Donc effectivement, ces modélisations, c'était des modélisations dans le temps, datent maintenant d'une dizaine d'années. Et je ne suis plus en Australie pour vous dire exactement ce qui s'y passe. Donc je vais essayer d'imaginer ce qui a pu se passer. À l'époque, donc il y a une dizaine d'années, alors, il va falloir que j'explique quand même comment se passe le phénomène de salinisation de la rivière. L'Australie, c'est un pays, en tout cas cette région est une région semi-aride, dans lequel on a des précipitations qui arrivent avec des sels, on va dire, des aérosols, et la forte évaporation fait que le tout s'évapore et que les sels se sont concentrés autour des temps hydrologiques, et qu'on a de fortes concentrations en sel
dans les eaux souterraines. Ça, c'est un postulat de départ. L'homme européen est arrivé en Australie. Il a fait comme il faisait en Europe, il a voulu développer l'agriculture. Pour développer l'agriculture, qu'est-ce qu'on a fait? On a déforesté, on a enlevé les arbres locaux, des eucalyptus. Les eucalyptus, quel est leur impact sur l'eau? C'est que ce sont des vraies pompes à eau. Donc les eucalyptus, quelque part, maintenaient le niveau des nappes souterraines relativement bas, et on était dans une espèce d'équilibre entre les précipitations qui arrivent, une salinité des sols, des nappes souterraines relativement basses et les eucalyptus qui s'en sortaient relativement bien. On a coupé les eucalyptus, qu'est-ce qui s'est passé? On a donc changé la balance hydrique, on a vu que les eucalyptus faisaient beaucoup d'évapotranspiration et cette évapotranspiration a cessé. Les cultures qu'on a installées étaient des cultures qui n'avaient pas du tout le même pouvoir d'évapotranspiration. Du coup, le niveau de la nappe d'eau est remonté dans des sols relativement salés. Et donc cette eau est remontée proche de la surface. Elle est davantage salée, elle était déjà un peu salée, elle est davantage salée, et en plus elle se déverse dans la rivière. Et donc on a perturbé le système local et on a augmenté la problématique de la salinité de la rivière. Et donc c'est pour ça que les prédictions disaient que dans quelques années, la salinité de la rivière allait augmenter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cet impact? Il y a la première solution qui est la solution ingénierie. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des pompes autour de la rivière pour éviter que cette eau salée n'arrive directement dans la rivière. Donc on met des pompes tout du long de la rivière, on pompe de l'eau et on la renvoie à l'intérieur des terres, un peu plus loin, pour s'évaporer. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, je ne sais pas si vous pouvez imaginer d'autres solutions. On replante. On replante. Effectivement, l'idée, ça serait de replanter des eucalyptus. On arrête la culture du coton. On faisait du coton le long de la rivière Murray il y a quelques années. Donc il faut quand même bien voir que le coton, on sait que c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. Donc on replante. Le problème, c'est qu'on replante dans des zones qui sont maintenant salinisées. Est-ce que les eucalyptus vont bien vouloir se réinstaller dans ces zones salinisées? Et donc il y a toute une réflexion sur peut-être on commence à replanter dans les points relativement hauts où les sols ne sont pas encore salinisés parce que loin de la remontée de la nappe, et puis petit à petit on va essayer de recoloniser les points bas. Alors oui, c'est une possibilité. Les modélisations à l'époque promettaient de revenir à un état initial dans, je vous laisse deviner combien d'années? Dans 600 ans. Donc pour essayer de rétablir la balance hydrique, il faudrait 600 ans. Alors pour tout vous dire, j'ai regardé vite fait les courbes de salinité de la Murray avant de venir, en me disant il faut que je me mette à jour. Pour l'instant, ça n'a pas l'air si dramatique que ça. Les prédictions n'ont pas l'air de se réaliser effectivement. Maintenant, comme on a vu tout à l'heure, les précipitations, elles peuvent changer. On peut avoir une dizaine d'années avec des précipitations importantes et puis après une dizaine d'années avec des précipitations moins importantes. Enfin voilà, on peut avoir des cycles. Donc il faudrait regarder toujours à long terme et ne pas s'arrêter à 2025 parce que 2025 c'était des prédictions. Il faut regarder sur 10, 20, 30 ans quelles vont être les tendances à long terme. Merci Nasser pour la question. Très bien. Alors, il y aura d'autres places pour les questions d'Internet, j'espère bien. Est-ce qu'on a une question dans la salle? Qui c'est qui aurait quelque chose à réaction? Comment? Il y en a 1000 questions. Il y en a 1000 questions, bah, je suis. Je vais revenir un peu près de chez nous. La quantité d'eau potable en France, est-ce qu'elle va diminuer ou est-ce qu'elle est, comme vous disiez tout à l'heure, avec le cycle de l'eau, on peut compter sur une quantité continue d'eau potable? Et est-ce qu'il y a des cas en France où l'eau peut être en danger, comme vous l'expliquez, sur
la rivière en Australie. Est-ce qu'en France, on a des cas comme ça où ça peut être dramatique? Enfin, je pense à d'autres choses. On a du temps. Peut-être aborder un peu l'aspect quantitatif et passer l'aspect qualité. Alors, qui prend la tête? C'est réparti les rôles. Je vais parler un peu quantité et puis après on bascule sur qualité. Du point de vue quantitatif, si on reste sur le grand cycle de l'eau, hein, les aspects purement physiques et de la quantité, ce que donnent les prévisions climatiques, c'est plutôt un petit risque d'aridification, donc un peu moins de précipitations dans le sud de la France, et plutôt probablement un peu plus de précipitations dans le nord. Mais les prévisions ne sont pas hyper précises et globalement, il n'y a pas de problème majeur à venir à très court terme sur le plan purement de la quantité. Par contre, après, si on compare aux usages, là, il y a des déséquilibres. Par exemple, une région qui vous paraît peut-être pas évidente, mais si on se place sur la région de la Vendée, hein, donc dans l'ouest de la France, c'est une région où il y a assez peu de ressources en eau, parce qu'il n'y a pas vraiment de nappe d'eau souterraine qui accumule l'eau, par exemple, pendant l'hiver, pour pouvoir l'utiliser en été. Les cours d'eau sont locaux et n'ont pas un gros débit. Et il y a un effet Sunbelt, un effet d'accumulation de la population le long du littoral, donc avec des usages importants. Et donc un département comme la Vendée a fait des prévisions et voit qu'ils vont avoir des problématiques de ressources en eau. Et ils sont en train de réfléchir, d'expérimenter, de voir si la réglementation pourrait évoluer pour faire de la réutilisation des eaux usées. Hein, dans ces régions littorales où on utilise l'eau et puis après on a une station d'épuration, puis après on envoie l'eau vers la mer, au lieu d'envoyer l'eau vers la mer, l'idée c'est de se dire cette ressource en eau, si on doit l'épurer, ne pourrait-on pas la réutiliser plutôt, donc de la renvoyer sur le continent plutôt que de la renvoyer en mer. Donc ça, c'est des solutions qui pourraient être envisagées. Qu'est-ce qu'on pourrait donc dire comme autre déséquilibre? Par exemple, dans la région de Bordeaux, l'agglomération de Bordeaux prélève une eau d'excellente qualité dans des nappes d'eau souterraines profondes. Simplement, ces nappes ont été prélevées à un débit plus important qu'elles ne se renouvellent. Et ça crée une baisse régulière du niveau de la nappe, sur laquelle il y a une prise de conscience qui a été mise en place. Et donc l'agglomération, la région, a des plans d'action pour réduire les prélèvements dans ces nappes profondes, les substituer plutôt par des ressources en eau plus superficielles pour inverser cet équilibre. Sachant que, vu qu'il y a une forte inertie, c'est des déséquilibres qui se sont créés en plusieurs dizaines d'années, qu'il va falloir aussi plusieurs dizaines d'années pour rétablir, mais ça laisse aussi du temps à réfléchir et à mettre en place des solutions. Voilà, sur les aspects quantitaires, peut-être il y a d'autres exemples qui me viendront, mais je vais te passer la parole sur les aspects plus qualité. Alors peut-être sur l'aspect quantité aussi, il y a un impact du changement climatique qui est d'augmenter les extrêmes. Donc on pense et on voit que les événements de précipitation intenses seront plus nombreux et que les événements d'aridification, de période sèche, sont plus nombreux aussi. Moi, je vous inviterai à regarder la carte des arrêtés de sécheresse qui est disponible sur Internet, qui est très intéressante, et on voit apparaître ces problématiques de régions qui déclarent un arrêté sécheresse parce qu'en été, voilà, on exploite beaucoup les nappes d'eau et il y a eu peu de précipitations cette année, donc on a eu peu de recharge des nappes, et c'est assez révélateur de ce qu'on vient de dire là. Ça c'était pour l'aspect quantitatif. Et puis pour l'aspect qualité, moi je vais revenir sur la réutilisation des eaux usées. C'est quelque chose qui effectivement, la ressource en eau elle est finie, elle est là, et il n'y en a pas de nouvelles. En revanche, les eaux usées qui allaient à la mer, voilà, on peut les réutiliser en la traitant et en la réutilisant notamment pour l'agriculture. Donc maintenant, je vais vous poser une question. Qui est-ce qui est prêt à manger une tomate qui aura été
irriguer avec de l'eau usée retraitée. Bon, et les autres qui n'est pas prêt. La prochaine fois, on vous amènera la tomate pour de vrai. Ouais. Après, c'est dans la bière. Donc voilà, c'est une vraie question parce que c'est vraiment, ça va être la ressource qui va nous permettre d'augmenter en quelque sorte le volume de la ressource actuelle. En Australie, j'en viens à l'Australie, hein, désolé pour monsieur, mais la recherche sur la réutilisation des eaux usées a commencé il y a une trentaine d'années déjà. Alors nous, on a des réglementations en France qui font que on ne peut pas réutiliser des eaux usées comme ça, même retraitées. Et donc il y a un gros travail à la fois et réglementaire et technique sur la faisabilité de la réutilisation de cette eau-là. On va donner la parole au public. La parole au public. Vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Juste rebondir sur la question de recyclage des eaux usées STEP. Il y a aussi la possibilité de recharger artificiellement les nappes d'eau souterraines. C'est-à-dire on prend les eaux usées, on va les traiter par différentes techniques et trouver des aquifères qui remplissent un certain nombre de critères. Et sur ces aquifères-là, on va recharger les eaux usées. Donc, comme ça, l'aquifère, la matrice même de l'aquifère, hein, les sédiments, vont jouer le rôle de filtration, neutralisation, minéralisation, un certain nombre de polluants. Et là, on augmente un petit peu la quantité d'eau rechargée dans cette J'avais juste une micro-remarque, en fait, c'est que on parle effectivement de réutiliser l'eau des stations d'épuration, mais en même temps, dans notre chasse d'eau, c'est de l'eau potable. Est-ce que vraiment, au niveau économique, on peut trouver une solution à ça? On met de l'eau potable. Oui, on consomme tous plus ou moins 150 litres d'eau par jour. Et l'eau qu'on boit réellement, c'est 1 litre, 1 litre et demi. L'eau qu'on utilise pour la cuisson des aliments, c'est peut-être 1 litre ou 2 de plus. Et après, on va prendre une douche ou un bain selon qu'on est plus ou moins économe. Mais finalement, l'essentiel est de l'eau qui pourrait être à beaucoup moins forte valeur ajoutée, en fait. Mais après, toute la difficulté et les coûts, c'est d'avoir ce qu'on appelle des réseaux séparatifs. C'est-à-dire d'avoir à la maison le réseau pour boire et puis le réseau avec de l'eau de seconde zone. Alors, au risque de paraître un peu iconoclaste, mais c'est ce qui se fait de fait dans certains pays. Quand vous allez en Indonésie, par exemple, je prends l'exemple que je connais un petit peu, l'eau du robinet, elle n'est pas potable. Il vaut mieux même pas se brosser les dents avec. Pour autant, dans les villes au moins, les gens ont accès à cette eau. Et l'État a fait le choix, je ne sais pas si c'est un choix conscient ou inconscient, de ne pas investir sur des coûts élevés de traitement de cette eau, peut-être qu'ils mettent plutôt l'argent sur, je ne sais pas quoi, l'éducation, les hôpitaux, ou peut-être l'armement, je ne sais pas, ça dépend de leur choix, peu importe. Par contre, ils ont finalement l'état de fait qui s'est mis en place, c'est que c'est le secteur privé qui distribue l'eau potable. Au sens où, quand vous voulez de l'eau potable, vous faites venir par camion des jugs, hein, des bonbonnes d'eau, et puis le camion vous amène de l'eau, vous en avez 5 chez vous, quand elle est vide, le camion vient, et puis il repart avec le jug vide, puis c'est re-rempli à une source d'eau potable qui est propre en amont. Donc vous voyez, il y a des modèles différents entre notre modèle où on a 100% d'eau potable à la maison, mais il n'y en a que quelques pourcents qui servent vraiment à s'hydrater. Un modèle finalement d'un peu de riche, et puis des modèles un peu moins riches, où on en a un peu moins. Alors je voulais rebondir sur l'aspect réutilisation des eaux usées, parce qu'on a effectivement une législation assez contraignante en France et en Europe sur le sujet. Pour autant, il y a quand même des exemples, hein, par exemple en Belgique, où il y a des systèmes comme ça qui existent, ou en Israël, où donc ce que vous avez indiqué, hein, il y a des bassins de réinfiltration d'eau usée traitée, et puis à quelques centaines de mètres là, il y a des forages, donc des puits qui pompent l'eau dans la nappe, et puis cette eau qui a été traitée puis réépurée dans la nappe, elle est captée, elle revient vers les usagers. Et puis la réglementation n'est pas trop encore adaptée en France, mais la réutilisation des eaux usées, on en fait déjà.
sans le savoir. Si vous allez sur des régions qui habitent le long d'un fleuve, le long de la Garonne, le long du Rhône, le long de la Loire, vous l'imaginez peut-être pas, mais finalement quand vous êtes à la ville d'Orléans, vous buvez de l'eau qui vient de la Loire, votre station d'épuration, quand vous tirez la chasse, ça reva dans la Loire, la ville qui est juste en dessous, elle prélève de l'eau dans la Loire, et ainsi de suite. Donc l'eau est utilisée N fois, et on fait de la réutilisation d'eau usée, ou si on prélève de l'eau dans la rivière pour cultiver des tomates, on mange des tomates à une certaine forme d'eau usée, même si c'est très dilué, il y a de l'eau. Voilà. Donc on en fait un peu comme M. Jourdain faisait de la prose. Ok. Alors je crois qu'on va prendre une question internet, c'est Loïc, je crois. Une question de Loïc qui va être relayée par Renaud. Donc effectivement, Loïc du coup nous a écrit et a demandé, avez-vous des informations sur la réalisation du projet Aquadomicia de BRL et sur les perspectives attendues? Bon courage. Alors attention, Loïc, il a l'air calé. Hein. C'est notre collègue. C'est notre collègue. C'est votre collègue. Alors Loïc, tu vois, Loïc, c'est mal. Est-ce qu'il veut répondre à Loïc? Moi, je ne peux pas répondre à Loïc, je ne peux pas. Moi non plus. Vous avez droit à un joker par partition. Ouais, moi je veux bien prendre mon joker parce que je suis pas au courant, je suis pas bien l'actualité. On va demander à Loïc d'aller chercher sur internet. Loïc, est-ce que tu peux nous donner la réponse à tes questions sur le chat? Il a perdu sa voix. On va parler avec une voix. Il peut parler avec le chat. Hein, Est-ce qu'on a une question à la salle en attendant, un peu moins compliquée que celle de Loïc. Soyez indulgents avec nous. Oui, je vous en prie. Bonsoir, j'ai une question. On a vu que la génération des personnes nées en 80-90 est très touchée par l'éco-anxiété. Est-ce que cette sensibilité à l'éco-anxiété va amener à une meilleure pratique? On a pu voir que du coup la vérification est faite au-dessus que on a rendu compte qu'on avait beaucoup de ressources. On a utilisé, donc on s'est dit ah mince en fait il n'y en a pas tant que ça. Du coup, est-ce que ça va amener à une meilleure pratique et à une sensibilisation, une éducation, à des meilleures pratiques en tout cas? Enfin, est-ce qu'on va essayer? Ou c'est pas du tout prévu dans le temps? Ça c'est pour moi. Ah oui, là. L'éco-anxiété, qui c'est? Alors c'est pour vous. C'est une question. C'est pour moi. Oui, l'éco-anxiété, c'est très. On en parle beaucoup en ce moment. Le problème par rapport à la question que vous avez posée, de l'éco-anxiété, c'est que l'anxiété, ça n'amène pas particulièrement à la capacité de produire des comportements. Donc voilà, la réponse elle est là, c'est quand on est anxieux, stressé, c'est souvent parce que justement on n'a pas de solution et qu'on est face à sa propre impuissance pour agir, et notamment pour agir face au changement climatique, face à la limitation des ressources, etc. Et donc finalement l'éco-anxiété elle est plutôt associée à une inaction. Donc ça a été montré dans les études récentes, puisque les études sur l'éco-anxiété elles datent de 2020 et 2021. Effectivement non, c'est pas associé à du comportement. En revanche, on peut être jeune et pas éco-anxieux. c'est pas une fatalité, ça d'ailleurs c'est pas forcément associé. Je crois que ça touche 35% de la population enquêtée aux États-Unis. Pour l'instant, les enquêtes qu'on connaît, elles sont aux États-Unis. Voilà, donc c'est pas non plus forcément si répandu que ça. Et surtout derrière le terme d'éco-anxiété, on met beaucoup de choses. On met on met pas forcément un état d'anxiété dépressive, hein, c'est pas du tout au sens clinique du terme qu'on va entendre ça. On est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de la préoccupation environnementale, et donc voilà, on n'est pas. Il y a beaucoup de. Alors c'est comme tous les termes un peu émergents à la mode, parce qu'il y a aussi des modes autour des terminologies qu'on utilise. Pour l'instant, on n'est pas très au clair sur tout ça. Il y a quelques articles donc, qui ont été écrits là-dessus, et ça tombe bien, on dirait que vous étiez chez moi hier soir, cette nuit en fait, que j'ai travaillé pour écrire un article là-dessus. Et donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais par contre, non, c'est pas forcément lié à des capacités d'action, au contraire. Du coup, moi je voudrais vous poser la question, est-ce que vous pensez que vous allez changer votre consommation d'eau? Alors dans la consommation d'eau, je reviens à ce qu'on disait au départ, il y a l'eau qu'on boit, il y a l'eau qu'on utilise à la maison, il y a l'eau qu'on mange,
Et alors qu'on utilise par les biens de consommation. On a le droit de poser la question au public ? Absolument. Les intervenants peuvent poser des questions, il n'y a pas de problème. Qui se sent éco-anxieux parmi vous ? Parce qu'il y en a qui pensent que... Enfin, c'est pas évident de savoir ce que c'est, mais enfin, voilà. Préoccupé, on est d'accord, ça veut dire que je suis préoccupé. Moi, je suis préoccupé. Que par l'eau ou par un peu ? Par, juste en général, ce qui se passe dans l'environnement en ce moment. Vous voulez bien répondre ? Je peux bien répondre. Du coup, j'essaye d'avoir une conscience écologique. Je ne dis pas que c'est forcément toujours facile. Et du coup, oui, j'essaye de réduire ma consommation d'eau. Ne serait-ce que le truc tout bête, mettre une bouteille pleine dans la cuvette des toilettes, ça fait que ça diminue la quantité d'eau qui part dans la cuvette. Parce qu'on sait, moi je me suis rendu compte qu'au final, il y a besoin de la moitié de la quantité. Et il y a plein de petits gestes comme ça que j'essaye d'acquérir. Mais c'est vrai que c'est très difficile parce que on essaye petit à petit de voir qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Mais au final, est-ce que c'est vraiment aux individuels de faire les efforts ou est-ce que c'est aux industriels de faire des efforts là-dessus? Après, c'est une question politique, on va peut-être pas partir là-dessus. Mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est vraiment un tout à chacun? Est-ce que le pas de chacun est aussi utile que l'industriel? Je pense que oui. Mais je pense que c'est pas que aux individuels de faire des efforts. Y a-t-il des industriels dans la salle? Alors, je ne suis pas industrielle, mais pour revenir par exemple à la consommation, est-ce que vous avez réfléchi par exemple si vous mangez du bœuf ou du poulet, ou si vous mangez du riz ou des pommes de terre, la quantité d'eau qui est associée en fait pour produire ces denrées alimentaires. Donc vous pouvez aller plus loin et à chaque fois que vous faites votre menu, que vous allez à McDo ou ailleurs, de choisir du coup un menu économe en eau. Voilà une autre idée qui peut être mise en place. Allez, chacun son truc. Et c'est vrai que sur la question, est-ce que c'est à l'individu d'agir ou à l'industrie ou aux politiques, puisque finalement c'est une question d'ordre politique, ça fait partie des problématiques actuelles de l'inaction environnementale, parce que effectivement, comme on a clairement une inaction gouvernementale et que effectivement on continue d'avoir plutôt une norme économique de consommation, eh bien on va avoir du mal à trouver les raisons d'agir au niveau individuel, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait, parce que au-delà de constituer un menu bio ou avec des produits locaux ou avec moins de viande par exemple, simplement le fait de moins consommer aussi va utiliser moins de ressources, et en particulier de ressources en eau, mais moins de ressources en général. Donc on peut aussi blâmer les industriels, mais la production se fait parce que nous consommons. Une réaction, une question, voilà, plein de questions. Ah, est-ce qu'il y a une question? Moi, c'est pour réagir du coup, justement par rapport à la consommation de ce qu'on mange. Je trouve qu'on n'est pas du tout. Par exemple, moi, mon conjoint, par exemple, il va acheter du lait de soja. Moi, j'ai conscience que, par exemple, le soja, c'est un gros problème climatique et que c'est justement les plantations de soja qui ont un impact sur l'Amazonie et autres. Comme les avocats, où on dit que c'est trop bon et du coup, on va manger des fruits et légumes, mais en fait, on dit ouais, l'avocat c'est génial, mais en fait, on dépense des litres et des tonnes d'eau pour planter des avocats. Et le problème, c'est justement qu'on on met en avant ces produits-là en disant que c'est des choses, voilà, on mange plus de produits laitiers parce que la vache, parce que si, donc on va faire des choses bio, on va manger du lait de soja, mais en fait, c'est pas du tout mieux. Et du coup, pour revenir à la société, c'est justement ça le problème, c'est qu'on n'a aucune. Enfin, nous, on prend en considération ça, mais on fait de la publicité pour montrer que c'est bien, que c'est bon pour la santé, que c'est bio, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse et que c'est encore pire d'utiliser ça que de boire du lait de vache naturel. Voilà. Est-ce que votre conjoint est dans la salle? Qu'on puisse le lapider. En fait, je prends le micro, mais je ne sais pas trop. Comme vous voulez. Et après, je dirais, il y a deux aspects. Modestement, vous pouvez vous documenter, comme vous semblez l'avoir fait.
Et il y a des tentatives de quantifier ce qu'on appelle des empreintes eau, hein, ou ce qu'on appelle dans un jargon scientifique des analyses de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on essaye, des scientifiques ont développé des méthodologies pour apprécier les différents impacts environnementaux, enfin, ou les différentes empreintes environnementales d'un produit. Et donc, l'analyse du cycle de vie, c'est de se dire, on va prendre un produit et puis on va essayer d'étudier tous ces impacts environnementaux. Vous en avez du point de vue de l'énergie et donc de l'empreinte carbone, des impacts sur l'effet de serre, donc sur le changement climatique. Vous avez des impacts sur la ressource en eau. Vous avez donc, du point de vue de la quantité, de la qualité, et j'en passe. Et finalement, il y a une science qui vise à définir des indicateurs qui vont permettre de quantifier tout cela. Et c'est ça qui permet, grosso modo, de dire, si je ne me trompe pas, un kilo de viande, c'est à peu près 1 tonne d'eau pour la produire, alors que finalement, 1 litre d'eau dans la carafe, là, ça va être 1,1 ou 1,2 litres, puisqu'il y a le traitement, etc., qui va avec. Et puis le soja, je ne sais pas quelle est sa valeur, etc. Donc ça peut permettre de se donner une idée, en se documentant un petit peu de cette empreinte environnementale. Et puis après, il y a eu des tentatives, et qui vont, à mon avis, petit à petit revenir, qui sont des sortes de Nutri-Score environnementaux sur les produits, donc d'étiquetage environnemental. Je sais que ça avait été mis à titre expérimental il y a 4-5 ans, où on essaye de donner une note ABCDE ou vert, blanc, rouge, qui va aider à aller vers des actions et la vulgariser auprès du grand public pour que ce soit le plus vertueux possible. Mais on voit bien que tout ça, ça bouleverse les équilibres et qu'il faut y aller par petites touches pour petit à petit évoluer dans le bon sens. Très bien. Il y avait une autre question dans la salle. Je vous montre quand même, parce qu'en fait, je ne vous ai pas montré ce que j'ai mis devant vous. Sauf que la bière, c'est beaucoup d'eau. Ah oui. Alors, la bière, c'est beaucoup d'eau, effectivement. Donc, oui, on ne leur fait pas. Hein. On ne leur fait pas. Vous avez une question, mademoiselle? C'est ça? Oui ou non? Vous avez oublié? Non, je n'ai pas oublié, mais c'est un peu plus loin. Enfin, le débat est un peu parti sur autre chose. Ouais, on fait ce qu'on veut ici. En fait, je voulais juste rajouter sur les points d'anxiété qu'il y avait. Alors, c'était une étude qui était basée sur les points d'anxiété, mais plutôt liée à l'effondrement, et qui a été faite en France. Et en fait, il montrait que. Alors, oui, effectivement, les points d'anxiété, quand on reste dans le. Enfin, c'est très handicapant et finalement, ça ne mène pas forcément les gens à avoir des comportements pro-écologiques. Mais de plus en plus, on commence à avoir des psychologues qui essayent de prendre en charge des points d'anxiété. Et en fait, leur étude montrait qu'une fois prise en charge et dépassée, c'était finalement ces personnes-là qui étaient à la fois le plus optimistes et à la fois le plus actifs vis-à-vis du futur. Et du coup, je pense que notre interprétation personnelle, c'est que c'est peut-être aussi un passage et que ça peut être transcendé et que c'est pas forcément quelque chose qui bloque dans l'inaction. Au contraire, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est encore nouveau, on manque beaucoup d'accompagnement sur le sujet. Aussi large soit-il, pas forcément uniquement pour un thérapeute. Ça se soigne. Ça se soigne. Vous voulez réagir ou pas? C'est comme vous voulez. Ça va. C'est une bonne nouvelle. Oui, une question de monsieur. La civilisation disparue, on retrouve des témoignages de lieux où on utilisait l'eau pour le bien-être et aussi pour l'hygiène. La question est actuellement, pourquoi les chercheurs et les gens qui s'intéressent au dérèglement climatique ne pointent pas l'usage de l'eau à titre récréatif ou loisir? Parce qu'on a autour de Paris, on a énormément de centres où on s'amuse avec l'eau, des toboggans, etc., etc. Donc je pense que le lobby de l'eau sur ces infrastructures est très important. Donc on se tait un peu. Moi, je peux rajouter qu'autour de Marrakech, il y a au moins 20 golfs, en fait, autour de Marrakech. Oui, ça peut permettre de rebondir sur les différentes dimensions de l'eau. On a beaucoup parlé jusqu'à présent d'eau ressource en eau.
alors, ressources en eau, bon, pour tout ce qu'on a dit, les usages qu'on a dit, mais on a sûrement oublié l'hydroélectricité, la production d'électricité d'origine nucléaire, par exemple, pour refroidir, etc. Donc il y a une grosse dimension ressources. Il y a une dimension au milieu de vie. On l'a un peu abordé, c'est les écosystèmes. On a besoin, les écosystèmes ont besoin d'eau. Il y a une dimension au risque. À Nîmes, vous êtes bien placé pour savoir que le risque inondation, c'est lié à l'eau. On n'y pense pas, mais quand on a des glissements de terrain, c'est souvent lié à l'eau aussi. Et puis, il y en a d'autres. Les avalanches, c'est une forme d'eau. Bon. On a eau, vecteur des polluants et des nutriments. Mais quand on s'intéresse aux polluants, les principaux modes de transport des pollutions, ça se fait par l'eau. Tu pourras peut-être en parler, c'est ton domaine. Hein. On pense à la pollution atmosphérique, certes qui nous impacte parce qu'on le respire au quotidien, mais quantitativement, cette pollution atmosphérique, elle tombe à la surface du sol, et c'est ensuite l'eau qui va la véhiculer dans les cours d'eau, dans les nappes d'eau souterraines. Et effectivement, comme vous l'avez cité, il y a d'autres ressources en eau qui sont utilisées pour des usages thérapeutiques, le thermalisme, pour des usages ludiques ou touristiques, hein, quand vous êtes autour d'un lac, autour de... voilà, donc l'eau a toutes ces dimensions, donc de très nombreuses dimensions, et ça peut amener une vision, alors que moi dont j'aime bien parler parce qu'elle ramène un peu tout autour de l'eau, mais si vous vous intéressez à un territoire et que vous regardez ces différentes fonctions ou fonctionnalités de l'eau, on peut assez facilement y greffer des politiques. Parce qu'on voit que mener une politique agricole, ça va avoir une incidence sur l'eau, ressources en eau pour l'agriculture. Idem pour l'eau potable, idem pour les risques, et ainsi de suite. Et finalement, si on considère l'eau, ça peut aider à faire la part entre les différentes politiques et à trouver un certain équilibre sur un territoire. Il y a une potentielle dernière question. Une petite question. À propos du réchauffement climatique, on voit que la mer de glace, par exemple, font un vue d'œil. Donc cette réserve en eau qu'on a en hiver, on ne l'aura pas au printemps. Est-ce qu'on aura des défauts de pluie dans les plaines dans les futures années? Je peux en dire un mot. Oui, alors, cette question des glaciers, hein, que vous abordez en fait, ce que montrent les hydrologues en fait, hein, c'est qu'on est effectivement dans une période où on est en train de déstocker de l'eau qui était présente sous forme de glace. En d'autres termes, hein, les glaciers, c'est de l'eau qui s'écoule très lentement, puisque la glace s'écoule beaucoup plus lentement que de l'eau. Et comme on a du réchauffement climatique, les glaciers diminuent en volume, donc le stock d'eau stockée sous forme de glace dans les montagnes diminue. Et ça va se traduire par quoi? Par exemple, à l'échelle du fleuve Rhône, hein, qui commence en Suisse et puis qui continue jusque pas loin de chez nous. Finalement, ce que montrent les hydrologues, c'est que dans les décennies à venir, on va plutôt avoir une augmentation du débit du fleuve, parce qu'à la pluie ou à la neige qui tombe chaque année sur le territoire, va s'additionner cette fonte de glace qui était stockée. Et puis, quand les glaciers auront atteint un nouvel équilibre, c'est-à-dire qu'ils se mettront à quasiment plus fondre, ils auront rétréci, mais ils ne fondront plus, eh bien, on va se retrouver avec moins d'eau qu'on en a ou qu'on va en avoir dans les décennies qui viennent. Et surtout, on va avoir un changement du régime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fleuve tel que le Rhône, quand il sort du lac Léman, par exemple, ou qu'il entre dans le lac Léman, hein, dans la partie où il y a beaucoup de glaciers en amont, ces forts débits sont plutôt en été, enfin, au printemps et en été, parce que c'est la période où les glaciers et les neiges fondent le plus. Et on appelle ça un régime nival. Et dans le futur, et c'est déjà en train de se passer, on va aller plutôt vers un régime pluvial, où certes, on va avoir de la fonte de la neige au mois de mars, avril, mai, et puis ensuite le débit va décroître, alors qu'actuellement il reste haut. Donc ça veut dire que ça fait des changements importants sur l'utilisation de la ressource en aval, et notamment les usages de l'eau pour l'eau potable, mais aussi pour le refroidissement des centrales nucléaires, etc. Et donc tout ça est étudié pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle donne. On fait un grand tour d'horizon.
Une dernière question peut-être? Merci, bonsoir. Moi je voulais savoir si, peut-être ça nous donnera de l'espoir aussi, au regard du fait que les problèmes de l'eau et les conflits qui en découlent sont de plus en plus conscientisés, qu'il y a vraiment une prise de conscience par rapport à ça, si vous avez vu le paysage de la recherche changer, au sens de développer dans le bon sens du terme, avec plus de chercheurs, plus de sujets, plus de financement aussi peut-être ces dernières années. Et voilà, ça peut nous donner l'espoir dans le fait qu'on trouve des solutions qui permettent de sauver notre civilisation. À vous de jouer alors. Alors, je ne pourrais pas dire si globalement, à l'échelle de la France ou de l'Europe, il y a plus de financements qui vont vers la recherche en eau. Je ne sais pas. Oui, on peut dire. En tout cas, il y a une prise de conscience très réelle. Il y a des programmes de recherche qui sont vraiment fléchés sur cette problématique. Et il y a une réglementation qui, à l'échelle européenne, qui nous oblige à agir. Et donc ça, d'un point de vue qualité de la ressource, notamment si on pense à l'utilisation des herbicides et des pesticides et à la qualité de l'eau, actuellement, et je regarde Camille qui se cache derrière le poteau, on est sur des réglementations fortes de l'Europe qui nous obligent à agir pour améliorer la qualité de ce qu'on appelle les masses d'eau, donc pour limiter l'apport de contaminants, pour que les eaux dans les différents milieux reviennent à une qualité environnementale acceptable. Donc voilà, donc il y a beaucoup de recherche qui se fait et il y a aussi beaucoup de réglementations qui nous obligent à agir. Oui, merci d'avoir dit ça, parce ce que tu as cité, c'est ce qu'on appelle la directive cadre européenne sur l'eau. Et il faut quand même citer cet effort qui me semble assez exemplaire au niveau mondial. C'est cette volonté des États européens d'avoir mis en place cette réglementation qui vise ce qu'on appelle le retour au bon état écologique des masses d'eau, aux surfaces et aux souterraines, qui certes ne va pas aussi vite qu'on l'aurait imaginé, mais quand même qui est assez exemplaire. Je ne pense pas qu'il y a... cet effort-là est exemplaire au niveau européen, et je pense qu'on est un peu en pointe à l'échelon mondial sur ces... Il y a d'autres pays qui font des actions un peu similaires, mais on est bien placé. Alors pour parler très local pour monsieur, voilà, non, à l'échelle, donc pour être concret, à l'échelle de la France, on a des captages d'eau dans les nappes souterraines, et certains captages sont dits prioritaires ils ont été classés dans cette catégorie-là parce qu'ils ont besoin d'attention, parce que la qualité de l'eau est dégradée. Donc il y a des programmes dans lesquels on va s'attacher à l'alimentation, à l'aire d'alimentation des forages, pour aller chercher d'où vient la contamination, et à donc une recherche active pour agir sur les acteurs et contraindre les acteurs à changer leur façon de fonctionner pour arrêter donc ces contaminations. Et donc c'est quelque chose, et là on revient au conflit. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est moi, utilisateur de l'eau, j'ai une activité qui me permet de vivre. Comment est-ce que je vais accepter la contrainte que m'amène cette réglementation pour changer mes usages, pour arriver à cette meilleure qualité des masses d'eau. Donc c'est vraiment un petit conflit, enfin je dirais c'est un petit ou un grand conflit à l'échelle, un petit conflit à l'échelle mondiale, un grand conflit à l'échelle individuelle. Il va falloir effectivement que quelqu'un change ses activités pour qu'on puisse atteindre le bon état des masses d'eau. Il y a deux dernières questions qu'on va faire. Je reviens là. Je vais vous
parlé technicité et comment on va utiliser l'eau et de manière scientifique. Et tout à l'heure, il y a une personne qui a pris la parole qui a dit qu'il ne fallait pas forcément parler de politique. Et pourtant, moi, j'en ai très envie. Et notamment sur les manières de comment faire pour changer les choses de manière non pas individuelle, de manière commune. Et j'ai prêché une parole qui est forcément la même parce que je viens de Jurek, je travaille ici dans un lieu qui essaie de faire du commun. Et je sais que c'est un truc qui a déjà été évoqué par l'un de vos intervenants, notamment la question juridique, c'est-à-dire comment on porte la parole scientifique en dehors de ces champs, comment on fait du lien entre les différentes disciplines de ce grand champ et comment on essaie notamment d'agir sur la question, par exemple, qui est des ressources communes pour en faire des communs, et comment on agit pour porter votre parole, qui est celle de vous, intervenants, qui prenez la parole ce soir, pour par exemple s'allier avec par exemple celle des juristes, celle des gens qui travaillent dans le droit, pour essayer de faire que des rivières, que des fleuves, que des entités comme ça peuvent devenir des entités juridiques pour pouvoir l'administrer, parce qu'on parle beaucoup de la question des usages, mais qui a la main mise sur la question de ces usages, c'est une vraie question, hormis celle des individus, c'est qui est facile de répondre parce que c'est chacun qui a le droit de juger, mais de manière collective, comment on fait pour traiter de ces questions-là? Est-ce qu'il n'y a pas des outils, des ressources, enfin, est-ce qu'il n'y a pas des liens à faire justement entre les disciplines pour essayer de porter la parole qui est la vôtre, de ce qu'on porte aujourd'hui ce soir, pour faire du lien entre ces disciplines-là, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, le discours du droit est une des possibilités. Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce que c'est envisageable pour vous? Et comment on fait pour échanger entre ces pôles qui sont très différents et qui portent des discussions comme on a ce soir, mais dans des lieux qui sont différents? Je sais pas si... J'essaie d'élargir un peu la question, je sais, mais voilà. Stratégie colo. Allons-y. Alors, je peux peut-être apporter un élément de réponse, mais pas à toute l'étendue de la question. Je vais apporter un élément de réponse sur le commun. Comment est-ce qu'on fait pour agir en commun? Donc, historiquement, les ressources en eau étaient exploitées à l'échelle de la commune. Donc, on avait un puits, ou même à l'échelle de la ferme, on avait un puits, on utilisait l'eau du puits, puis à l'échelle de la commune, on a fait de l'alimentation en eau potable pour la commune. Et puis on s'est rendu compte effectivement que cette eau, elle était, comme disait Patrick tout à l'heure, elle est dans un réservoir commun. Et donc si le village de là pompe de l'eau et que le village ici pompe de l'eau, et si on pompe tous en même temps, on peut arriver à la limite d'utilisation. Et donc il y a eu des entités qui se sont mises en place, qui s'appelaient à l'époque des syndicats, mixtes, qui sont des entités qui vont gérer la masse d'eau à l'échelle autant que possible de la masse d'eau, si tant est que les communes veulent bien adhérer au syndicat. Voilà, donc c'est pour répondre à la première question. Et puis après, on revient à la directive cadre eau, et on a donc des schémas directeurs d'aménagement, les SMAJ, alors il m'en manque, les SDAJ, qui font le lien entre la directive, la réglementation et les usagers, donc ces fameux syndicats mixtes, et qui sont donc des objectifs que l'on va se fixer. Donc ça, c'est sur l'approche commune. Après, sur la transdisciplinarité, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, nous, à l'échelle de l'université, puisqu'on est dans une unité de recherche transdisciplinaire, et justement on essaye d'aborder ces objets d'un point de vue à la fois technique et plus psychologique, sociologique. Un jour peut-être qu'on travaillera avec les juristes sur le sujet. Je vais passer la parole à Patrick pour compléter. Oui, peut-être que pour compléter ce que tu as dit, il mérite de savoir que quand on traite de la problématique d'eau, il y a deux niveaux, si on fait simple, en France. Il y a un premier niveau qui est réglementaire,
C'est-à-dire que si demain vous êtes un industriel, un agriculteur, le maire d'une commune, et que vous souhaitez puiser de l'eau dans le milieu naturel pour vos usages, vous devez demander une autorisation au titre de la loi sur l'eau à une autorité régulatrice qui est l'État. Et l'État pour ce faire, vous devez constituer un dossier et montrer les impacts sur les écosystèmes ou sur des usages préexistants de la ressource que peut avoir ce nouveau projet. Et selon ces impacts, on va vous donner ou pas ce qu'on appelle un droit d'eau, une autorisation d'utiliser cette eau. Donc c'est déjà encadré, il y a déjà une réglementation. Et le rôle du scientifique là-dedans, c'est d'apporter des éléments d'aide à la décision, là en l'occurrence à l'État, pour faire son choix. Pour la commune Tartampion qui va vouloir prélever une nouvelle quantité d'eau, mais voilà factuellement quels vont être les impacts sur la commune voisine, sur la zone humide, tout cela. Et après, l'État regarde si cet impact il est acceptable ou pas. Ça, c'est une première dimension qui est purement régalienne juridique. Et puis, comme tu l'as cité, il y a aussi des instances de concertation. Schéma à l'échelle de grands bassins, les bassins des agences de l'eau, schéma directeur des ressources en eau, enfin l'équivalent. Et puis sur des zones où il y a des tensions, il y a ce qu'on appelle des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, dans lesquels les citoyens, les associations peuvent participer. Et finalement, la philosophie, l'idée de cette réglementation aujourd'hui, c'est que finalement, le fait de vivre, on a un impact sur l'environnement. Et l'idée de ces schémas d'aménagement de gestion des eaux, c'est d'associer les différentes parties prenantes et sur la base de faits scientifiques, de trouver un compromis entre ces différents usagers. Sur mon territoire, j'ai les agriculteurs qui vivent grâce à l'agriculture, mais finalement je mange aussi, j'ai de l'eau potable, j'ai ceci, j'ai cela, et on va essayer de trouver le meilleur compromis autour de la ressource en eau. Bon. Et puis après, une autre dimension aussi qui va aider, c'est l'aspect, ce qu'on appelle les agences de l'eau, qui est l'aspect pollueur ou préleveur-payeur. C'est-à-dire que maintenant que vous avez eu votre autorisation, comme vous prélevez de l'eau, vous payez une taxe à l'agence de l'eau, et cette taxe versée à l'agence de l'eau, elle va être redistribuée sous forme de subvention. Par exemple, pour que, si vous êtes industriel, vous améliorez votre process pour consommer moins d'eau pour fabriquer votre produit. Ou si vous êtes agriculteur, pour vous aider, comme tu l'as dit pour la directive cadre sur l'eau, à produire du blé pour le pain qu'on mange tous les jours, en utilisant moins de phytosanitaires, donc avec moins de conséquences sur l'environnement, et ainsi de suite. Donc là, il y a une espèce de processus qui essaye d'être vertueux, où finalement on paye, en fonction de la quantité qu'on prélève ou de la pollution qu'on émet. Moins on émet de pollution, moins on paye, et plus on émet de pollution, plus on paye, mais plus on est aidé pour réduire cette pollution. Et finalement, c'est ce système-là qui est en place, hein, qui n'échappe pas à l'humain, bien sûr, hein, il y a des luttes d'influence, etc., mais qui fait fonctionner, essaye d'être dans un cercle vertueux qui va vers tenter une amélioration des choses. Et puis tout ça, comme c'est la loi, ben, c'est gouverné, bon, on l'a vu par l'aspect associatif, on participe, puis celui qui fait la loi, c'est le législateur, c'est celui qu'on élit, et donc ben, à long terme, c'est quand on met le bulletin de vote dans l'urne qu'on fait évoluer le système aussi. Mais il faut bien voir que c'est des évolutions plutôt lentes, on n'est pas tout à fait sur des révolutions. Alors, on va terminer, je pense, avec monsieur qui avait quelques remarques. Après, on met personne dehors, hein, pour continuer à discuter entre nous, etc. Hein, mais... Oui, là, j'ai pas de questions, mais 3 remarques. Oui, monsieur, vous avez très bien perçu que l'eau est devenue un secteur stratégique. Hein. L'or bleu. Et le phénomène s'est amplifié, d'une part, parce que nous sommes dans une société où on monétise tout. Voilà, déjà. Après, seconde remarque, lorsqu'on s'occupe du bilan de l'eau, très souvent, on s'aperçoit que le bilan carbone se dégrade fortement. Un exemple, l'entretien des cimetières, où on a arrêté de passer des produits phyto, on utilise beaucoup plus de machines thermiques. Donc le bilan carbone est vraiment horrible. Voilà. Aussi, troisième remarque, souvent nos contemporains s'étonnent là du dérèglement climatique. On nous montre dans les médias, on nous parle du dérèglement climatique, mais pour nous expliquer le dérèglement climatique, on pourrait commencer par le début.
La Terre, ça fait des millions d'années qu'elle est là, et des dérèglements climatiques, elle en a subi, et même a même détruit des espèces, hein, comme les dinosaures, les mammouths, etc. etc. Peut-être nous, un jour, on verra comment on fait. Mais je pense qu'il faudrait commencer presque par le début. Les dérèglements climatiques, la Terre en a toujours eu, elle les a gérés à sa façon, nettement, et on retrouve ces témoignages très facilement dans les arbres qui se trouvent dans les tourbières. Quand on étudie les arbres, vous le voyez très bien, vous voyez l'évolution du climat. Voilà, c'est des données que j'aimerais quand même, dans les grands médias, on puisse entendre, parce que c'est clairvoyant, c'est net, c'est clair. Je vais reprendre sur l'histoire géologique de la Terre depuis les dinosaures aujourd'hui, en 2 minutes. Soumar, vas-y. Allez, alors je sais pas, vos collègues ils vous ont désigné en fait, bien que je sois géologue de formation, c'est peut-être pas tous les éléments pour répondre à ça, mais excusez-moi, je vais l'avoir enroué. En l'exemple de bien utiliser le terme lire, l'archive sédimentaire connue de la Terre, parce qu'il y a une période sur laquelle on sait quelque chose, avant cette période, il y a à notre époque, on ne connaît rien. Donc, effectivement, on constate des changements, parfois progressifs à l'échelle de la planète Terre. Quand je dis progressif, graduel, c'est-à-dire des changements qui ont duré des millions d'années, voire des dizaines, des centaines de millions d'années pour se mettre en place, pour atteindre, c'est-à-dire la disparition d'une espèce dans les océans. Ça a duré beaucoup de temps, pour que ça se met en place de manière significative. Et il y a des changements brusques. Et même ces changements brusques, ils ont pris beaucoup de temps. Je ne vais pas mesurer à l'échelle du temps de l'homme sur Terre. Non. Non. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui pour les géologues, on est en pleine crise géologique, sans précédent. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle, je prends toujours l'exemple de la disparition des espèces dans l'océan, la vitesse à laquelle la disparition se passe aujourd'hui pour des espèces aquatiques ou terrestres, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. Sans parler après des cas exceptionnels, des météorites qui ont impacté la Terre de manière immédiate, ou bien des éruptions volcaniques avec des émissions massives de CO2 qui ont provoqué, par exemple, la disparition des dinosaures. Voilà. C'est des exemples que je peux avancer en tant que géologue de formation. Ça va très vite. Donc. On va peut-être, on va dire que, avant de couper les micros et de continuer un petit peu la discussion entre nous, déjà merci à vous tous d'être venus. Hein. C'était chouette de vous voir et de vous croiser. Donc ce bar des sciences, il a été mis en place par Yannick Martiquier et Samantha Schneck de l'Université de Nîmes, qui ont trouvé le lieu, fait la communication autour de tout ça, réfléchi avec nous, trouvé une partie des intervenants aussi, effectivement. Et nous, on est arrivé juste en soutien pour vous aider à lancer un peu cette machine-là, avec Damien et Guillaume à la technique, avec Renaud qui était derrière le chat aussi, et moi-même de l'Université de Montpellier. Et merci encore une fois au Spot, qui en plus non seulement nous accueille, mais en plus il pose la première question, qui est toujours la plus compliquée à poser, on est bien d'accord. Et j'espère qu'il y aura plein de parts des sciences au Spot, en fait, hein, ça c'est clair. Et merci bien entendu à nos intervenants, Corinne, Patrick, on les appelle par leur prénom, parce qu'on les connaît maintenant, et Karine. Merci à vous. Et puis maintenant, on va dire au revoir aux gens d'Internet, on va couper les micros, et puis on va pouvoir continuer à discuter un petit peu ensemble, tout ensemble. Voilà. Donc, merci à vous, et puis j'espère qu'il y aura plein de parts des sciences au Spot.